Bonjour à tous. Madame Marianne Armand, vous êtes chargée de communication et de vie associative au GEPOMAI. Vous avez étudié l'éthologie et la médiation scientifique et vous êtes engagée dans la protection de la biodiversité. Vous êtes accompagnée de Madame Laurie Gaillard et Monsieur Nathan Cazel, tous deux stagiaires au GEPOMAI. Madame Laurie Gaillard complète son master en biologie, écologie et évolution en validant un nouveau protocole de suivi pour estimer les populations de grabier blanc sur l'île. Et Monsieur Nathan Cazel termine son master en ingénierie, en écologie et en gestion de la biodiversité en testant l'efficacité du plan de lutte contre le rat noir en mangrove. Aujourd'hui, vous nous présentez une conférence intitulée « Protocole innovant pour la protection du grabier blanc » dans le cadre du programme européen LIFE Biodivom. Votre groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte parcourt les mangroves pour protéger les oiseaux les plus menacés de l'île. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et vous souhaitons la bienvenue dans ce cycle des conférences publiques du CIEFR. Je vous laisse à présent la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités ici et merci pour ceux qui se sont déplacés pour nous écouter aujourd'hui. Donc, je suis chargée de communication et de vie associative au GEPOMAI, groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte. Et je vais vous faire dans un premier temps une petite présentation rapide de l'association et du projet LIFE Biodivom. Puis mes deux collègues vous présenteront leur projet et leur protocole plus en détail. Donc, le groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte est une association de loi 1901 qui existe depuis 2010. Il faut savoir qu'à Mayotte, il y a 151 espèces d'oiseaux recensées, ce qui fait quand même beaucoup pour le petit territoire que c'est. Pour vous rendre compte, c'est déjà plus qu'à La Réunion, alors que c'est un territoire 6 fois plus grand que Mayotte. Les oiseaux à Mayotte sont principalement menacés par la destruction de leurs habitats, par les espèces exotiques envahissantes et par le dérangement, parfois le développement du tourisme. Donc l'association a décidé de s'engager sur 3 missions principales qui vont être donc de protéger toutes les espèces d'oiseaux mais aussi leurs espaces, donc que ce soit leur zone d'alimentation ou leur zone de reproduction, de faire un suivi scientifique de toutes les espèces pour savoir quelles sont les espèces à protéger en priorité, et enfin de sensibiliser un maximum de public avec une priorité sur la sensibilisation de la population locale. Ces 3 axes sont à peu près toujours pris de la même manière pour chacun de nos projets, c'est-à-dire que nous avons donc un suivi scientifique des espèces pour savoir quelles sont les actions à prioriser, quelles sont les espèces à protéger en premier. Ensuite, les actions qui sont mises en place de protection continuent ces suivis pour savoir si nos impacts sont positifs, négatifs ou nuls sur les populations d'oiseaux. Et donc, tout autour de ça, nous avons la sensibilisation qui va, dans un premier temps, sensibiliser la population locale pour qu'elle ait un impact positif sur la population des oiseaux plutôt qu'un impact négatif. Et enfin, nous allons aussi avoir quelques bénévoles actifs qui participent à des programmes de sciences participatives. Donc nous avons par exemple le stock suivi temporel des oiseaux communs qui est en place depuis maintenant 3 ans à Mayotte, où une vingtaine de bénévoles font plusieurs itinéraires sur tout le territoire et notent tous les oiseaux qu'ils voient et qu'ils entendent. Donc ils sont formés en amont par le GEPOMAI. Et notre dernier petit bébé, on va dire, c'est Faune Mayotte, certains d'entre vous connaissent déjà le portail Visionature, où on note donc toute la faune que l'on peut observer. On est actuellement en train de le mettre en place à Mayotte et c'est presque bon. Donc voilà, vous pourrez sur une application mobile noter pas que les oiseaux, tous les animaux que vous croisez à Mayotte. Donc le crabier blanc aujourd'hui, c'est l'espèce sur laquelle on va se concentrer. C'est une espèce qui est en danger d'extinction mondiale. Il n'existe que 4 îles sur lesquelles le crabier blanc se reproduit. Donc dans un premier temps, Madagascar, vous les voyez là. Ensuite, Mayotte, Aldabra aux Seychelles et Europa dans les Taffes. De temps en temps, il est présent sur les côtes africaines, mais uniquement pour de l'alimentation et pas pour de la reproduction. Donc on sait que la population principale reproductrice est à Madagascar, mais on n'a pas de chiffres précis. En tout cas, on estime qu'il y a environ un quart de la population reproductrice
qui se reproduit à Mayotte, ce qui est encore une fois, vu la taille du territoire, énorme. Donc c'est une grande responsabilité de protection sur notre territoire. Le crabier blanc, vous l'avez peut-être déjà croisé, souvent on en parle, on le décrit comme ça, donc blanc, avec son bec bleu bien reconnaissable, une pointe blanche. Mais donc ça, il faut savoir que c'est son plumage nuptial. Ça va être à peu près d'octobre à mars. On peut dans ce cas-là le confondre avec le héron garde-bœuf qui lui aussi est blanc mais qui a un bec jaune. Tout à l'heure, Laurie vous en parlera plus en détail. Le reste du temps, le crabier blanc est dans son plumage internuptial. Donc d'avril à septembre, il est strié, plus brun, son bec est gris avec une pointe noire également, et on reconnaît facilement en vol parce que le dessous de ses ailes reste blanche. Donc il faut savoir que le crabier blanc il est menacé principalement de la destruction de ses habitats, parce qu'il se reproduit au niveau des mangroves. Il va y avoir beaucoup de destruction avec l'urbanisation. Et il y a aussi ces zones d'alimentation qui sont les prairies humides, qui sont aussi en danger à cause d'espèces exotiques envahissantes et de pastoralisme intensif. Donc il bénéficie à Mayotte d'un plan national d'action qui va être animé donc, par le GEPOMAI, l'association de protection des oiseaux. Je vous ai mis tous les détails si vous voulez en savoir davantage. Donc on est principalement financé par le ministère de la Transition écologique et par l'ADEAL. Et au sein de ce plan national d'action, nous avons le gros programme qui est le programme Live Biodivom. C'est un programme européen qui a été monté, qui veut dire donc biodiversité d'outre-mer, et ça a été monté dans 5 territoires d'outre-mer pour protéger des espèces menacées. Donc il y a la Réunion, il y a la Guyane, la Martinique, Mayotte et Saint-Martin, avec des territoires ou des espèces mondialement menacées. Donc à Mayotte, il protège le crabier blanc. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs actions dans ce programme, qui est un programme qui dure 5 ans, hein, donc avec pas mal de budget. Mais aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur deux de nos actions. Et donc, je vous amène dans les mangroves de Mayotte, zone de reproduction du crabier blanc, où Laurie va vous présenter son protocole de photopontage par drone. Et ensuite, Nathan vous expliquera comment il lutte pour contrôler la population de rats dans les mangroves. Voilà, bonne séance. Alors, moi, je vais vous parler de la méthode qui est mise en place pour estimer l'évolution de la population de crabier blanc à Mayotte. Donc, pour cela, on essaye en fait d'estimer le nombre d'individus qui sont présents à Mayotte. Au niveau des sites de reproduction. Donc il faut savoir que les crabiers blancs se reproduisent dans les mangroves. Donc pour cela, il faut trouver tous les sites de reproduction des crabiers blancs. Il faut du coup réaliser une prospection qui est faite par ULM des différentes mangroves sur l'île. Donc à quoi ressemble une colonie? Donc lorsque l'on prospecte à vol d'ULM, on peut voir les héronières de ce type-là, avec différents individus blancs, qui sont les crabiers blancs. Et il y a aussi d'autres individus. On appelle ça des colonies mixtes. On trouve des crabiers blancs, donc, comme l'a décrit Marianne, avec un bec bleu, et des hérons garde-bœuf qui, eux, ont un bec plutôt jaune, comme les grandes aigrettes, qui sont aussi présentes sur ces sites. On différencie bien les individus entre eux, surtout le garde-bœuf qui a un plumage plutôt orangé, et la grande aigrette est surtout toute blanche. Donc une fois que ces sites sont localisés, cette année on en a recensé 5, une à Bouilloni, Chiconi, Ironi, Malamani, et une 5e qui est dans le sud, qui est active que depuis l'année dernière, et qui est très petite, et qu'on espère qu'elle va se développer rapidement. Donc suite à cela, il faut suivre attentivement les héronières. On utilise un drone avec le prestataire DroneGo. On suit les colonies par photo aérienne, donc on va prospecter la colonie en prenant différentes photos. Pour cela, un calendrier est mis en place. On vient à peu près toutes les 3 semaines prospecter la héronière. Le drone est à une distance de 10 voire 15 mètres au-dessus de la canopée. Donc il y a certains avantages à utiliser un drone. C'est que les nids sont beaucoup plus accessibles que si on réalisait un suivi humain. On serait sous la héronière et on ne verrait pas par exemple tous les nids ou tous les individus. On a aussi un faible dérangement pour les individus.
On a un gain de temps énorme car il faut savoir que le drone met environ 10 à grand maximum 15 minutes pour prendre la photo de la totalité de l'aéronnière. Les inconvénients sont que le suivi drone est très coûteux, du coup on ne peut pas réaliser un suivi journalier, ce qui serait quand même très intéressant. Cependant, c'est beaucoup trop cher, donc c'est pour ça qu'on a mis ce protocole toutes les 3 semaines. L'autre inconvénient, c'est que le drone va prendre plusieurs photos. On ne va pas avoir un seul et même panorama de l'aéronnière, ce qui nous amène au point suivant, le photomontage. Donc il faut assembler ces différentes photos entre elles. Il faut trouver du coup les différents points de coïncidence entre les différentes photos et réaliser comme un puzzle, on assemble les photos. Donc, 2 méthodes sont utilisées par le GPOMAI. La première, elle est automatique, avec le logiciel Autopano. Donc, c'est un logiciel où on lui donne toutes les photos et il nous assemble directement le panorama. Le souci, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur cet assemblage. Il peut aussi avoir des fantômes qui sont générés. Donc, c'est-à-dire que si on a 2 images, le logiciel ne va pas réussir à distinguer les différents individus et on va avoir des doublons. Donc, dans ce cas-là, on dit que le panorama n'est pas viable et on passe à l'assemblage manuel. Donc il est beaucoup plus contrôlé car là on peut effacer les individus, effacer tous les doublons ou les camoufler. Cependant c'est très chronophage, très long. On met énormément de temps à réaliser l'assemblage. Une fois l'assemblage terminé, on passe au photocomptage. Donc là on va pouvoir identifier tous les crabiers blancs présents sur l'aéronnière. Donc là je vous ai pris l'exemple de la colonie de Chicony. Donc vous pouvez voir pointer en bleu les différents crabiers blancs. On les différencie bien du garde-bœuf. Je ne sais pas si vous voyez bien, il a la tête plus orange. Ensuite, on identifie aussi les juvéniles qui sont en bas à droite, qui ont un plumage plutôt marron, comme vous a montré Maria, le plumage internuptial. Et on va marquer aussi les nids de crabiers blancs. Donc un nid va être considéré comme actif lorsqu'il a soit un individu adulte ou soit un individu juvénile sur lui. Si j'ai un nid sans aucun individu, je ne le marque pas. Car on va estimer le nombre de couples reproducteurs à partir du nombre de nids. Ah oui, et je note aussi les non identifiés, donc c'est-à-dire tous les individus qu'on ne va pas arriver à différencier. Par exemple, il peut être camouflé, j'arrive pas à distinguer le bec bleu ou même le plumage qui est beaucoup plus évasé, comme sur la photo. Donc suite à cela, on obtient différents résultats. Donc les premiers résultats, on peut obtenir le maximum d'individus recensés par mois. Donc savoir quand est-ce que sont les pics d'activité sur Mayotte. Pour les juvéniles, on se rend compte que c'est en décembre qu'on a le plus d'individus avec 283 cette année. Et pour les nids, on a un pic d'activité de 285 en novembre. Donc on constate aussi que dès qu'il y a de moins en moins de nids dits actifs, donc on en recense beaucoup moins avec des individus présents sur les nids, les adultes quittent en fait sûrement la héronnière et laissent place aux juvéniles. On peut aussi savoir quelle héronnière est la plus active. Donc cette année, c'est Bouilloni qui est la plus active avec 168 juvéniles et 108 nids recensés. Et c'est la Nouvelle Mangrove du Sud qui est la moins active avec 7 nids et aucun juvénile recensé actuellement. On peut ensuite obtenir le nombre d'individus maximum recensés sur toute l'île. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre le maximum de juvéniles et de nids recensés par colonie. Donc, c'est les résultats que vous avez là, on les ajoute. Et on obtient cette année 302 juvéniles sur Mayotte et 318 nids de crabiers blancs. Donc, il faut savoir que le suivi du crabier blanc est réalisé en fait depuis 2010. Mais à l'époque, le drone n'était pas utilisé, c'était un kayak et des jumelles. Donc, les salariés allaient sous l'aéronnière et essayaient de recenser les individus. Donc, ce qui était assez difficile, on peut voir qu'il y a moins de 50 individus recensés sur toute l'île, alors que quand le drone arrive en 2014, on a des pics beaucoup plus grands, près de plus de 200 individus chaque année. On se rend compte aussi avec ce schéma que le pic d'activité des juvéniles est à peu près à la même période chaque année en décembre et celui des nids en novembre.
Donc on peut dire que ce protocole est assez innovant, car il nous permet de s'approcher le plus de la réalité. Donc, il y a quand même certaines limites à ce suivi drone, même s'il est innovant. C'est qu'on s'est rendu compte que d'un jour à un autre, on ne va pas avoir le même nombre de nids recensés sur une aéronnière. Par exemple, le jour 1, je vais recenser sur Chicony 30 nids, et le jour 2, je vais en recenser 20. Donc on s'est demandé pourquoi. Donc cela est dû en fait aux difficultés d'identification. Par exemple, le drone va suivre un schéma très spécial sur chaque colonie, mais il ne va pas avoir la même orientation. Et du coup, on va avoir des branchages qui vont cacher les individus sur les nids, donc on ne les note pas. Ou alors, tout simplement, un individu est parti se nourrir ou est en bas de l'aéronnière et, comme je vous l'ai dit, on pointe un nid quand il a un individu sur lui. Donc l'objectif était de trouver une méthode qui nous permet de nous approcher le plus de la réalité et de limiter tous ces biais. Donc on a décidé de réaliser de la CMR, donc une méthode de capture, marquage et recapture. La CMR sert le plus souvent à estimer la dynamique d'une population ou son abondance. Donc je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est que la CMR dite classique. C'est le fait de capturer un individu, le marquer, et de le relâcher, revenir quelques jours après, le capturer. Donc ça, c'est l'exemple des oiseaux. Donc le plus souvent, on utilise un filet de ce type, de type japonais, où les individus sont capturés et ensuite bagués. Donc le bagage est le type de marquage utilisé sur les oiseaux. Il possède un numéro, et ce numéro va être spécifique à l'individu. On peut aussi avoir un bagage couleur pour tout ce qui est identification visuelle. Je vous ai aussi choisi un exemple sur les tortues. Donc là, c'est le type de capture avec ces filets qui sont immergés dans l'eau. Et pour les tortues, par exemple, on ne va pas avoir de bague, mais on va avoir une marque physique. Je ne sais pas si vous voyez, sur la carapace, il y a une entaille. Et en fait, le codage, il est en fonction des écailles. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on passe aux dizaines et aux centaines. Donc par exemple, le 400 sera marqué à l'écaille 400. 450, il y aura aussi une entaille à 50. Donc voilà. Donc le problème, c'est que ces méthodes, elles sont assez invasives. Parce que lorsqu'on les capture, on les stresse, on réalise beaucoup de manipulations aussi dessus. Donc il existe de la CMR aussi non invasive. Donc, cette fois-ci, on ne va pas capturer physiquement l'individu, on va faire une capture photo avec des pièges photos de ce type qu'on accroche aux arbres. Et le marquage, donc je vous ai pris l'exemple des girafes, on va utiliser en fait tous les caractères physiques qui sont sur les individus. Donc pour les girafes, ce sont leurs taches. En fonction de leur taille, leur couleur ou leur disposition, on va pouvoir attribuer une différence d'un individu à un autre. Donc cette méthode est très utilisée chez les mammifères, surtout les grands mammifères qu'on n'arrive pas à capturer, tout ce qui est tigre, baleine, dauphin. Et la CMR que veut utiliser du coup le GPOMAI, c'est aussi une CMR non invasive avec des photos. Donc on va bien sûr utiliser le protocole déjà mis en place avec le suivi drone. Donc on va prendre en photo nos aéronières et surtout du coup nos nids, parce qu'on ne prend pas les crabiers blancs, donc les individus, parce que on n'arrive pas déjà à les différencier. Ils sont tous tout blancs, donc on s'est dit, bah, si on pointe, on marque un nid avec un numéro spécifique, le nid ne va pas bouger d'une photo à une autre, il va être sur le même emplacement, donc on peut les différencier. Donc c'est une méthode innovante du coup parce que ça n'a jamais été utilisé sur les nids et surtout à chaque fois c'est utilisé sur les individus. Donc l'objectif de cette CMR c'est d'estimer le nombre de couples reproducteurs en déterminant l'abondance des nids présents dans chaque aéronière. Il faut suivre quelques conditions pour réaliser une CMR. Il faut d'abord avoir une population fermée, c'est-à-dire ni immigration, émigration, suppression ou création de nouveaux nids, d'une session de capture à une autre, qu'il y ait la même probabilité de capture d'une session à une autre, c'est-à-dire que j'espère retrouver le nid à chaque session de capture, et que les marques que je vais mettre à mes nids ne soient pas perdues et surtout reconnaissables d'une session à une autre.
Donc, le protocole mis en place par le GPOMAI, c'est 3 sessions de capture, donc de 3 jours consécutifs. On a mis 3 jours consécutifs pour bien respecter les conditions d'une CMR. Et on va faire ça sur nos 5 colonies. On va bien sûr exploiter les données issues du suivi drone que je vous ai présenté en amont, car en fait, sur chaque panorama, on a déjà dénombré le nombre de nids présents à chaque fois. Donc on va réutiliser ces données, on ne va pas recommencer, et on va superposer les couches obtenues sur le logiciel QGIS. Donc j'ai décidé de vous montrer un exemple. Donc voici la colonie d'Ironibé. Donc sur QGIS, on va lui ajouter la couche de pointage des nids du jour 1. Donc ce jour-ci, on a dénombré 65 nids différents qu'on a marqués. On a 0 recapture car c'est le premier jour. Le jour 2, on a dénombré 71 nids. Sauf que sur ces 71 nids, il y en a 46 qui avaient déjà été identifiés. Par exemple, tout en haut, le 1, 2, 3, ils avaient déjà été marqués lors de la première capture. Donc en fait, on a 25 nouveaux nids qui ont été identifiés ce jour-ci et qui n'avaient pas été identifiés le jour 1. Ce qui fait qu'au bout de 2 sessions de capture, on a plus de 90 nids marqués et différents. Le jour 3, on a capturé 56 nids, dont 54 étaient déjà marqués et seulement 2 ne l'étaient pas. Donc le 91 et le 92. Donc on peut dire que sur cette héronière, à partir de 3 jours, on a certainement englobé la totalité des nids présents dans la héronière. Donc le bilan, c'est qu'à Ironie, il y a 92 nids différents, soit 92 couples reproducteurs. Suite à cela, il y a quelques analyses à faire, car là je vous ai juste présenté la phase de capture-marquage, ce qui est normalement la phase de terrain. Il faut vérifier bien sûr les conditions de fermeture avec le logiciel CloseTest, et il y a un logiciel spécifique pour la CMR qui est utilisé, le logiciel MARC. Donc on obtient ces résultats-là. Donc ça, ce sont des résultats provisoires pour le moment, qui sont à valider. Donc si, je vais vous prendre l'exemple d'Ironibé. Si on avait réalisé le suivi des nids initial avec seulement les photos et on se serait dit, je prends la photo avec le plus de nids présents, avec le maximal de nids identifiés, on aurait estimé 71 nids à Ironibé, alors qu'avec la CMR et les analyses qu'il y a eu après, il y a en réalité 92 nids sur cette héronière. Donc on augmente en fait la précision, on s'approche de plus en plus de la réalité et on imite ce biais de sous-estimation. Donc au final, à Mayotte, au lieu d'estimer 325 nids de crabier blanc, on en estime 419. Donc, le but final en fait de tout ça, c'est de modéliser l'évolution de la population de crabier blanc dans le temps, donc savoir combien il y a d'individus sur Mayotte chaque année, et chaque année on va essayer d'évaluer l'état de santé de la population. On utilise les catégories de tendance qui sont présentes ci-dessous, donc les 6 couleurs que vous voyez, pour catégoriser son état de santé. Donc ça vient de l'European Bird Census Council. Et cela va nous permettre de savoir si toutes les actions menées par le GPOMAI permettent de voir une amélioration de l'état de santé de la population, si on a plutôt une population croissante que décroissante. Donc quand je parle d'action, je parle par exemple de tout ce qui est restauration de sites d'alimentation, d'habitat et de la lutte d'espèces exotiques envahissantes. Et je vais laisser la parole à Nathan qui va vous en expliquer une. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous présenter un petit peu le plan de lutte qu'on a mis en place contre le rat noir dans les mangroves à Mayotte, dans cet objectif de préservation du crabier blanc, comme Laurie vient de l'expliquer. Donc d'abord, un petit peu de mise en contexte. Il faut savoir qu'on trouve une seule espèce de rat à Mayotte. Il s'agit de l'espèce Rattus ratus, qui est présente un petit peu partout à grande terre, dont dans les mangroves et dont plus précisément dans les mangroves qui accueillent notre crabier blanc. On sait que le rat il s'intéresse aux œufs. Il a été pris en vidéo en train d'essayer de prédater des œufs de poules qui avaient été placés dans des nids artificiels dans les mangroves. Et on a aussi des vidéos du rat qui essaye de grimper en fait
le long de branches assez fines de palétuvier en direction de nids de crabier blanc. Donc ça nous porte à croire que c'est une potentielle menace pour le crabier. Et on sait qu'en fait le rat peut avoir un impact assez important, voire même considérable sur d'autres espèces d'oiseaux. On a l'exemple de deux études sur d'autres espèces d'ardéidés, la grande aigrette et l'aigrette des récifs, pour lesquelles le rat va être le principal facteur d'échec de reproduction. Et ces études ont été menées dans un habitat similaire à celui du crabier blanc, c'est-à-dire dans les mangroves du golfe Persique. Donc maintenant qu'on sait que le rat est une potentielle menace, et qu'on sait aussi, comme l'a expliqué Marianne plus avant, que le crabier est vraiment une espèce menacée, qui fait l'objet notamment d'un PNA, Plan National d'Action en faveur de sa protection, et bien ce PNA, il impose de réduire les causes de mortalité du crabier. On a un grand enjeu ici à Mayotte, puisqu'on retrouve 20 à 40% des effectifs mondiaux nicheurs. Donc on va avoir un rôle important à jouer dans la lutte contre cette potentielle menace qu'est le rat. Le GEPOMAI, en tant qu'animateur du PNA, va avoir donc parmi une de ses missions celle de mettre en place, mais aussi de suivre le plan de lutte contre le rat. Donc de quoi on parle en termes de plan de lutte? Il ne s'agit pas ici d'une éradication totale, c'est pas ça qu'on vise, puisque avec une superficie aussi grande que celle de Grande-Terre, ça paraît impossible, d'autant qu'on a sur les îles en périphérie une grande densité de rats aussi, donc si on réalise une éradication, il y a de grandes chances qu'il y ait une recolonisation assez rapide. Donc nous on est plutôt sur un contrôle sous un seuil soutenable, c'est-à-dire limiter la population de rats pour que le succès reproducteur du crabier augmente. Donc on va uniquement agir au niveau des sites de reproduction du crabier blanc, c'est-à-dire sous les ronières en mangrove et pendant la période de reproduction du crabier. Le type de lutte qu'on va employer, c'est la lutte mécanique. Donc vous voyez certains outils utilisés en lutte mécanique. Pourquoi est-ce qu'on a choisi celle-là? Parce qu'elle est assez utilisée au niveau mondial, donc on a des études qui montrent qu'elle est efficace, notamment sur les petites populations et les petites surfaces. On sait aussi qu'elle est plus ciblée que la lutte chimique. La lutte chimique, par exemple, elle va avoir un impact sur les crabes en mangrove. Or, c'est une espèce ingénieure des mangroves qu'il faut préserver. Donc, on a essayé de limiter l'emploi de lutte chimique. Donc, on s'est centré sur cette lutte qui est plus ciblée. Et ça permet aussi une mort plus éthique que la lutte chimique. La lutte chimique, ça peut être une hémorragie chez le rat qui dure entre 3 et 10 jours. Donc, c'est quelque chose de vraiment pas terrible pour le rat. Donc là, on est plutôt sur un système de mise à mort instantané, donc c'est quand même quelque chose de plus éthique. L'inconvénient de ce type de lutte, c'est que c'est assez coûteux à l'achat du matériel, mais aussi à la maintenance. C'est-à-dire que la plupart de ces pièges que vous voyez en photo ici, ils sont à unique déclenchement. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont déclenchés, une fois qu'ils ont mis à mort un individu, il faudrait revenir sur le terrain pour les réarmer. Donc ça, c'est assez coûteux en maintenance et ça occasionne aussi un fort dérangement pour les espèces qui sont présentes sur le site. Donc nous, on a décidé de s'orienter vers un outil de lutte mécanique qui est assez innovant puisqu'il présente la capacité à se réarmer, à faire en réalité un multi-déclenchement, c'est-à-dire 24 déclenchements. C'est le piège qu'on appelle le A24 de chez Good Nature. Donc comme il a cette capacité à réaliser des multi-déclenchements, ça diminue le coût en maintenance, mais aussi le dérangement sur site. Voilà pourquoi on l'a sélectionné et déployé sur 3 mangroves qui accueillent le crabier blanc. La limite de ce piège-là, c'est que son efficacité dans la littérature, en fait, elle est assez contrastée et ça n'a jamais été testé en mangrove. D'où notre problématique. Est-ce que le plan de déploiement qu'on a réalisé, est-ce qu'il a vraiment un effet sur le rat noir dans ce type d'habitat particulier que sont les mangroves mahoraises? Donc pour répondre à cette question, on a estimé la densité de rats avec et sans lutte sur 3 mangroves différentes et via 4 indicateurs différents que sont l'ACMR, dont Laurie vous a déjà expliqué un petit peu le principe, les shoe cards, donc des cartes à mâcher, des caméras trappes et le nombre de déclenchements de nos pièges à 24. Mais j'y reviendrai en partie matérielle un petit peu après. Donc qu'est-ce qu'on s'attend à voir, bien sûr, c'est que dans les zones où on a mené de la lutte, on s'attend à avoir une densité plus faible de rats. Deuxième problématique, quelle est l'efficacité de notre lutte sur le crabier blanc, puisque c'est quand même notre objectif final, c'est d'avoir un impact positif. Sur quoi? Sur son succès reproducteur. Donc c'est ce qu'on va regarder dans des zones où on a lutté et d'autres où on n'a pas lutté. Qu'est-ce qu'on s'attend ici? Eh bien, si le rat a bien un effet sur le crabier blanc, c'est-à-dire s'il prédate bien les œufs et les juvéniles, et si notre lutte contre le rat est suffisamment efficace, alors on s'attend bien sûr à ce que le succès reproducteur dans les zones où il y a eu de la lutte soit plus important.
Dernière question, ce qu'on cherche toujours à faire, c'est optimiser notre lutte. Donc là, on va aussi essayer de regarder si notre espacement des pièges et si la période de déploiement peut être optimisée. Donc pour répondre à ça, on va regarder deux choses. La première, c'est le domaine vital du rat qu'on va essayer de calculer. L'objectif étant en fait d'espacer nos A24 d'une distance inférieure à celle du domaine vital du rat pour maximiser le nombre d'individus qui sera tué. Donc notre hypothèse, c'est que cet espacement peut être augmenté ou diminué pour maximiser le nombre de rats tués et minimiser le coût sur le terrain. Enfin, on va regarder l'estimation du délai à partir duquel notre lutte est réellement significativement efficace sur le rat. Et on va regarder aussi à partir de quel moment, après l'arrêt de notre lutte, la recolonisation du rat revient à un niveau de population égal à celui de l'état initial. C'est-à-dire, on regarde en fait à partir de quel moment la lutte n'a plus aucun effet sur les rats présents sur notre site. Et donc ça, l'hypothèse, c'est qu'on peut soit déplacer, soit décaler un petit peu après les dates de début et de fin de lutte pour toujours pareil, maximiser le nombre de rats tués et minimiser le coût sur le terrain. Donc maintenant un petit peu sur le matériel qu'on utilise, les populations et nos sites d'études. Donc on revient sur les héronières qu'a évoqué Laurie tout à l'heure, sur les 5 héronières actives cette année. Donc on a étudié les populations de crabiers à Bouilloni, Ironibé, Chiconi, Malamani et Mrona-Beja. Et sur ces 3 héronières, on a mis en place de la lutte contre le rat dans 3 d'entre elles, Bouilloni, Ironibé et Chiconi. Donc c'est là où on étudiera nos populations de rats. Alors maintenant la mise à place de notre plan de lutte. Donc comme je l'ai dit, on a déployé des A24 pendant la période de reproduction du crabier, donc c'est-à-dire 5-6 mois entre septembre et février-mars. Donc c'est ce qu'on a fait sur Bouilloni et Ironibé cette année. Et pour Chiconi, on a déjà démarré un peu plus tôt en 2019, et là on l'a déployé pendant 16 mois consécutifs sans arrêt, avec de la maintenance régulière tous les mois pour s'assurer que le piège soit actif. En termes de répartition, on a mis 30 pièges A24 sur une superficie de 1 hectare, donc qui sont fixés comme on le voit ici sur les palutuviers. Donc on a espacé nos A24 de 10 mètres sous l'aéronière pour maximiser la lutte à cet endroit-là, et on les a espacés un petit peu plus de 30 mètres en périphérie de l'aéronière. Maintenant la méthode pour le suivi de l'effet sur le crabier, on verra après celle de l'effet là c'est l'effet sur le rat, et je vous expliquerai après celle sur l'effet sur le crabier. Donc pour le suivi de l'effet sur le rat, on a les 4 indicateurs que je vous ai donnés tout à l'heure sur les indicateurs de densité de la population de rats. Donc le premier, ça va être avec les A24. Ce qu'on va faire, c'est que tous les mois, on va venir compter le nombre de déclenchements qui apparaissent sur le compteur électronique de chaque A24. Et donc si on considère, comme l'a montré une certaine étude, que le nombre de déclenchements est assez fiable et représente assez bien le nombre de rats morts, eh bien on peut estimer une densité sur notre site de rats qui étaient présents et qui se sont fait piéger. Donc notre indice de densité à partir d'A24, ce sera le nombre de déclenchements moyens par jour et par hectare. Le second indicateur qu'on utilise, c'est la CMR, capture, marquage, recapture. Donc là, le principe, ça va être de placer 36 cages sur notre site d'étude, espacées de 15 mètres chacune. Ces cages vont être avec un appât qui va pouvoir attirer les rats, et donc les rats vont se faire piéger dans celle-ci. On va laisser les cages pendant 6 jours, et pendant ces 6 jours, on va noter les individus qui ont été capturés, on va les marquer avec une bague, avec un numéro qui permettra de les identifier, et noter ceux qu'on a recapturés X fois. Donc ce travail-là nous permet d'avoir des histoires de capture par individu, qui nous permettra, avec le logiciel Mark, de faire une estimation de la densité de nos rats sur notre site. Avec toujours pareil, l'hypothèse de fermeture qu'on a déjà évoquée précédemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immigration, ni d'émigration, ni de mort, ni de naissance des rats sur notre site, et aussi une hypothèse de répartition homogène des rats sur notre site. Le troisième indicateur, ça va être les shoe cards, donc des cartes dans lesquelles il y a un appât, comme on voit ici sur le palétuvier. Donc on les fixe, on en fixe 30 sur notre site d'études, espacées chacune de 15 mètres, et on va les laisser 48 heures. Donc au bout des 48 heures, on revient, et on regarde s'il y a eu du rat ou pas. Donc si on voit que notre shoe card n'a pas été attaqué, on note pas la présence de rat. Par contre, la shoe card que vous voyez à droite, on va voir des traces d'incisives, on voit qu'elle est bien rangée, donc là on va estimer qu'il y avait bien la présence de rat. À la base, les shoe cards, c'est un outil qui permet de faire de la présence-absence d'une espèce sur un site. Nous, on va l'utiliser comme indice de densité relative en regardant en fait la proportion de shoe cards qui a été consommée sur notre site de 1 hectare.
Enfin, le dernier indicateur qu'on utilise, ça va être les caméras trappes. Donc c'est un piège photographique qu'on va fixer sur les palétuviers et qui va en fait détecter la présence, le mouvement, et lorsqu'il y a une mise en mouvement, il va déclencher la prise de plusieurs photos. Donc ces pièges, on va les laisser pendant 10 jours. On va en positionner 10 sur notre site d'étude, espacés chacun de 50 mètres. Et donc dans ce cas, notre indice de densité qui sera utilisé, c'est le nombre moyen de rats qu'on va observer par jour et par hectare. Donc maintenant, comment est-ce qu'on utilise et on déploie nos 4 indicateurs? Donc si vous avez en rose ici la lutte, eh bien on va utiliser nos 4 indicateurs pour estimer la densité de population dans un état initial, c'est-à-dire au début de la lutte ou un petit peu avant. Et on va utiliser ces mêmes 4 indicateurs pour estimer l'état à la fin de la lutte, pour pouvoir comparer un petit peu les deux. Pendant la lutte, on va aussi suivre la lutte, l'effet de cette lutte avec 2 indicateurs que sont le déclenchement à 24 et les Shukars. Et, oups, trop vite, il manque quelque chose. Oui, il manque quelque chose. Bon. Et donc ensuite, vous avez à droite, de nouveau, là, ici, un suivi de fin de lutte, donc de recolonisation par le rat, avec uniquement un indicateur que sont les Shukars. Donc les résultats attendus, c'est qu'on va observer avec nos indicateurs de densité une diminution significative de la densité de rats après la lutte, en fin de lutte. Et on va aussi regarder, pour optimiser notre lutte, à partir de quelle date les premières données de différence significative. Donc cette donnée-là, elle nous permettra de savoir si on peut, typiquement, si on se rend compte que la lutte elle est efficace qu'au bout de 2-3 mois, elle a un effet significatif sur les rats qu'au bout de 2-3 mois, et peut-être qu'au lieu de commencer notre lutte en septembre, on va pouvoir l'avancer de 2-3 mois pour qu'au moment de l'arrivée des crabiers blancs, la lutte soit déjà efficace. De la même manière, on va regarder la recolonisation. Lorsqu'on a une densité de rats qui est égale à celle de l'état initial, on va pouvoir estimer que notre lutte n'a plus aucun effet. Donc là, on va pouvoir savoir si ça sert de faire une lutte en continu ou si on peut l'arrêter plus précocement, ce genre de choses. Dernière chose, avec les données CMR, on va pouvoir estimer aussi le domaine vital du rat. Toujours pareil pour optimiser l'espacement de nos 24 comme je vous ai dit précédemment. Et ça se fait avec un package sur RStudio qui s'appelle SECR pour Specially Explicit Capture Recapture qui a été développé par David Ringler. Maintenant la méthode pour l'effet sur le crabier blanc. Alors on se sert des données qui ont été étudiées par nos collègues, dont Laurie tout à l'heure, donc de photocomptage, et on va calculer ainsi notre indice du succès reproducteur. Ce sera le nombre de juvéniles maximum observé lors d'une journée pendant la saison de reproduction, divisé par le nombre de couples qui sera estimé par CMR. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est sur un même site, une année sans lutte et une année avec lutte, est-ce qu'il y a une différence du succès reproducteur de notre crabier. Donc on a les données pour 2 sites uniquement, c'est Ironibe et Chiconi. Donc maintenant les résultats. Alors je suis désolé, on a pour l'instant que les résultats de la CMR rat. On n'a pas nos autres indicateurs que sont les caméras trappes, Shukars, etc. Donc on va le présenter peut-être plus tard. Donc pour l'instant, ce qui est des résultats de la densité rat par CMR, on voit qu'il y a une différence significative sur 2 de nos sites, Chiconi et Ironibe. On passe de 40 rats à 16 rats à peu près sur Chiconi et de 20 rats à 6 rats sur Ironibe. Donc a priori, il y a vraiment un effet positif de notre lutte. Par contre, sur le dernier site, Bouilloni, là on voit qu'il y a une légère diminution, mais on n'a pas d'effet significatif. Petite discussion quand même sur ce résultat, c'est que lorsqu'on a fait notre CMR d'avant-lutte sur Bouilloni, on a eu 9 rats qui se sont enfuis avant d'être capturés. Donc là on suppose que s'ils avaient été capturés et marqués, on aurait peut-être eu une estimation de la densité plus importante et donc peut-être une différence significative. Pour ce qui est des résultats maintenant sur le succès reproducteur du crabier, donc on voit que sur Ironibe comme sur Chiconi, en fait on a des résultats contraires à ceux de nos objectifs, c'est-à-dire qu'on voit une diminution du succès reproducteur du crabier dans les sites où on a lutté, enfin les années où on a lutté. S'il y a vraiment un effet négatif sur le crabier, ça pourrait s'expliquer par 2 choses. La première, c'est que le contrôle, la lutte qu'on a sur le rat, malgré une diminution de la population de rats, c'est peut-être pas suffisant pour avoir un effet significatif sur le succès reproducteur du crabier.
Et la deuxième chose, c'est le dérangement. Étant donné qu'on vient régulièrement sur le terrain, c'est possible qu'on empêche les crabiers de se reproduire en les faisant fuir régulièrement, ils dépensent plus d'énergie, ce genre de choses. Néanmoins, il faut rester quand même critique par rapport à ces résultats sur le crabier, puisque ça peut être assez biaisé pour le moment. On essaie de travailler pour optimiser les estimations qu'on a faites, puisque par exemple, il n'y a pas de CMR qui corrige l'estimation du nombre de juvéniles par rapport au taux de capture, etc. Et autre chose, on voit aussi les juvéniles de la saison passée. Lorsqu'on fait le comptage, en fait, on compte des individus qui sont issus des saisons précédentes, donc peut-être qu'on ne voit pas encore l'effet de notre lutte cette année, qu'on le verra dans les années à venir. Donc il faut garder ça en tête. En conclusion, donc par rapport à nos trois problématiques du départ, est-ce que la lutte elle est efficace sur le rat dans cet habitat de mangrove? A priori, oui, puisqu'on voit une diminution de la densité de rats. Donc ça, c'est très intéressant pour une certaine réplicabilité un petit peu partout dans le monde, puisqu'on sait que le rat il est présent sur 82% des îles à l'échelle mondiale, et que c'est un vrai fléau écologique, pas uniquement pour les oiseaux, mais pour d'autres espèces. Donc l'emploi des A24 peut être répliqué peut-être ailleurs. On reste encore critique là-dessus, vu qu'on n'a pas encore les autres indices, comme j'ai dit tout à l'heure, de Shukart, caméra trap et du nombre de déclenchements A24. Pour ce qui est de notre lutte, de l'effet de la lutte sur nos crabiers, ce n'est pas les résultats escomptés, donc toujours pareil. Est-ce que c'est parce que le contrôle n'est pas suffisamment fort? Là, on revient sur notre problématique C, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas l'optimiser avec l'espacement des A24, avec une période de déploiement un petit peu meilleure, et aussi est-ce qu'on ne peut pas associer de la lutte chimique de manière ponctuelle, pas du tout quelque chose de continu. Ça permettrait, on sait qu'elle est très efficace, la lutte chimique, donc ça permettrait peut-être d'augmenter la pression sur les rats de manière significative. Et enfin, bien sûr, limiter notre dérangement, limiter notre présence sur le site. Donc ça peut être, par exemple, au lieu de placer les A24 sous l'aéronnière, on peut peut-être venir plus en périphérie pour moins déranger. Et bien sûr, la lutte chimique permettrait aussi de passer moins souvent que la lutte mécanique qu'on a déployée ici. Et enfin, voilà, toujours garder un œil critique de nos résultats par rapport au comptage des juvéniles. Attendre peut-être les années suivantes avant de tout bousculer. Voilà pour ça. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.